réflexions parce que j'ai compris que l'économie mondiale était tenue par quelques personnes. Voilà. Le système économique mondial a été organisé et il est orienté, il est contrôlé par quelques groupes, mais derrière ces groupes qui sont toujours des groupes de type capitalistique, derrière ces groupes, il y a toujours quelques personnes. Voilà. Tout part du contrôle des monnaies, voilà, parce qu'à partir du moment où vous avez des personnes privées qui peuvent contrôler une monnaie, eh bien, ces personnes décident d'affecter les ressources monétaires à telle ou telle branche d'activité, à telle ou telle entité, à telle ou telle personne ou personnalité juridique ou physique. Comme l'avait très bien expliqué l'un des Rothschild, le premier de la série, c'est qu'à partir du moment où vous tenez la monnaie, vous tenez la politique. Les choses ne se sont pas faites en un jour. Le contrôle de tout ce système reste ancré à la City de Londres, voilà, qui est le modèle sur lequel les paradis fiscaux se sont développés. Et vous savez que l'Empire américain ayant pris la suite de l'Empire britannique, aujourd'hui, un des paradis fiscaux les plus importants, c'est le Delaware aux États-Unis. Mais ce n'est pas le seul, bien entendu. Et j'ai compris qu'il s'était passé avec la monnaie ce qui s'était passé avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle a été subvertie et détournée au profit d'intérêts privés. On a entrepris de faire une théorie juridique de la monnaie pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une vraie monnaie. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un concept monétaire sain, nous sommes dans un concept monétaire subverti qui s'est transformé en signe économique. Aujourd'hui, les monnaies, elles sont sur un marché des monnaies, le marché des devises, et ça, c'est profondément antinomique avec le sens profond de la monnaie. Deuxième étape, c'est que les personnes qui géraient les monnaies ont donc pu finalement organiser le système politique qui leur convenait. Donc la réalité, c'est que les membres des partis politiques sont redevables de ceux qui financent les partis politiques. Et puis d'autre part, une fois que que vous tenez le système politique, il devient facile d'organiser les lois à votre convenance, etc. Et c'est comme ça qu'on a vu le développement de toutes les règles qui favorisaient, si vous voulez, l'anonymat d'une façon ou d'une autre, non seulement politique, mais au niveau économique, et qui a pu accroître leur emprise sur l'organisation économique, d'une part interne aux États, dans un premier temps, ensuite international, et ça, là, on arrive au XXe siècle, pour maintenant avoir des velléités de créer un gouvernement mondial. Mais qu'est-ce que ça va leur apporter, en plus d'avoir ce gouvernement mondial? Une chose est d'avoir un pouvoir officieux, et une deuxième chose est de montrer au grand jour un pouvoir officiel, parce que vous n'avez plus de compte à rendre à personne, vous pouvez agir au grand jour, donner des ordres sans avoir à vous justifier, etc. etc. Alors, et puis, il y a aussi une autre raison, et cette raison-là, elle est difficile à comprendre, et je dirais que moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre. C'est que les gens qui sont derrière ce système économique, donc qui tiennent les rênes du système économique, sont mus par une volonté messianique de faire advenir leur Messie. Mais maintenant que je prends en compte ce paramètre-là, le fait que ce sont des messianistes, effectivement, tout un tas de choses qui restaient inexpliquées trouvent une explication. C'est la raison pour laquelle ils organisent le chaos, ils appellent ça le chaos constructif. En fait, ils détruisent le système antérieur pour créer quelque chose de plus grand, de plus ouvert, dans leurs intérêts à eux, bien entendu. Alors que là, de façon manifeste, il y a en arrière-plan une volonté de destruction pour arriver à ce que eux estiment être le paradis sur Terre, en fait. Vous avez des mouvements politiques et géopolitiques qui sont initiés par des gens qui ont pris le contrôle effectif du pouvoir économique global. Et ces gens-là sont mus par une volonté, par une idée messianique. Depuis 1929, le Vatican est au service, est une succursale de la City de Londres, c'est-à-dire que c'est devenu un gestionnaire de patrimoine. Donc, si vous voulez, on a assisté à une mutation, voilà, une mutation du concept d'État, qui est en réalité une subversion du concept étatique au sens politique que ce terme revêtait.
Alors, Yann Marchard, c'est un personnage que certains adulent, mais à mauvais escient, puisque c'est vraiment euh, comment dirais-je, je pourrais le qualifier du messager du diable. Sans Yann Marchard, la BRI n'aurait pas existé et la Seconde Guerre mondiale non plus. Il faut toujours se remettre dans une perspective historique, c'est-à-dire que quand vous voyez apparaître quelque chose à un moment donné, dites-vous bien que ce n'est pas le début, mais c'est la fin d'un processus antérieur. C'est un système intégré, si je puis dire, qui évolue par étapes et par étapes destructrices. On en revient à ce que je disais avant. Chaque étape nécessite la destruction de l'étape antérieure. Ce que nous vivons actuellement, c'est aussi une confrontation directe entre le nomadisme et le sédentarisme. Les crypto-monnaies sont apparues au lendemain de la crise de 2008. Et je dirais que le problème essentiel des crypto-monnaies, c'est le fait qu'elles sont conçues dès le départ comme des marchandises. Une monnaie qui est sur un marché est contrôlable, quoi qu'il arrive. Et évidemment, la monnaie n'a pas été conçue initialement comme une marchandise susceptible de transiter sur des marchés. Et les ferments du gouvernement mondial sont là et sont là depuis longtemps. À partir du moment où vous avez cette organisation centralisée de la gestion des monnaies, vous avez déjà, en quelque sorte, le gouvernement mondial, puisque vous avez délégué à des personnes dont vous ignorez tout le fait que ces gens-là contrôlent l'affectation des ressources. Leur sujet à eux, et le nôtre aussi, à l'opposé, c'est pour eux de nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'issue possible autre que la création effective d'un gouvernement mondial. Donc, notre sujet à nous, c'est de prendre conscience justement que ça, c'est leur volonté à eux qui s'impose. Ce n'est pas une volonté, ça ne relève pas d'un ordre naturel, mais d'une organisation artificielle du monde. Voilà. Et effectivement, à partir du moment où vous organisez une économie mondiale, telle qu'ils l'ont faite, une monnaie mondiale s'impose. Il faut comprendre que en fait, tout est lié. Ils ont organisé un contexte artificiel dans lequel le premier pas entraîne le second le troisième le quatrième. Et ça a été organisé par quelques hommes. Ça n'a pas été organisé dans le sens politique du terme, ça a été organisé dans le sens d'intérêts particuliers. Le gouvernement mondial, il est prédéterminé par tout ce que je vous ai expliqué, par la création artificielle d'une économie mondiale, la création artificielle qui va suivre d'une monnaie mondiale, et ce qui est à mon avis beaucoup plus important actuellement à suivre, c'est justement l'évolution de cette future monnaie mondiale, parce que la future monnaie mondiale déterminera le gouvernement mondial. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie si ça sera facile pour eux de dire regardez, il y a une monnaie mondiale, il faut bien qu'elle soit gérée, contrôlée, donc le gouvernement mondial s'impose. Donc il y a quand même une lutte, mais je pense que la faction patriotique a perdu aux États-Unis. Elle a perdu et elle le sait. Donc maintenant, peut-être qu'elle est prête à tout, y compris à la terre brûlée. Et le Brexit a été initié par les banquiers de la City pour pouvoir reprendre justement la main sur cette faction patriotique de l'Empire américain qui contrôlait l'Union européenne. Il la contrôlait en étant allié à l'époque, de façon à pouvoir avoir les mains libres pour piloter le changement de monnaie mondiale. Tout le monde le savait, que le dollar ne serait pas viable à terme en tant que monnaie, en tout cas les banquiers ne l'ignoraient pas. C'est un théâtre qui nous est proposé pour nous faire adhérer à un système dans lequel on est perdant, pile on y gagne et face on perd. Le phénomène, le fait économique a pris le pas sur le fait politique. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que le fait politique n'existe pas, tout simplement, parce que le phénomène politique est bien au-delà du simple fait économique. Le phénomène politique doit englober le phénomène économique, mais ne s'assimile pas au phénomène économique. Donc la politique a disparu, et dans nos pays, c'est devenu quand même relativement flagrant maintenant, mais ça existe depuis longtemps, en fait. C'était caché, mais c'était déjà là. Et les choses n'arrivent pas par hasard, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous constatez un problème à un moment, les racines du problème sont bien antérieures en réalité. Maintenant, je me pose quand même une question, parce qu'au niveau patriotique, chaque militaire de chaque pays, c'est des patriotes. Hein. C'est quelqu'un qui est là pour se battre pour son drapeau, pour aller faire la guerre. J'ai envie de vous répondre, ça dépend du statut hiérarchique qu'il a. Oui.
parce que moi je le répète souvent, hein, on est dirigé par un système pyramidal, eux ils sont tout en haut de la pointe de la pyramide, mais si le peuple en masse se soulève, ils sont rien du tout. Bah, justement, c'est un des sujets et bon, c'est ce qui m'a fait dire que, en effet, cette pandémie est arrivée, enfin, en tout cas en France, à brûle-pourpoint, pour ressouder les troupes populaires derrière la tête artificielle qui lui est imposée. C'est est-ce que les peuples vont se réveiller de tout le conditionnement dans lequel ils ont été entraînés depuis, c'est pas des dizaines d'années, hein, c'est des centaines d'années. Ça demande aux gens d'accepter qu'ils aient été trompés, qu'ils se soient trompés eux-mêmes. Et c'est le plus difficile. C'est que vous pouvez difficilement convaincre quelqu'un et que pendant plusieurs générations, tout le monde était dans l'erreur. Donc, la réalité, c'est que c'est un combat de chaque individu contre lui-même. Et c'est ce combat-là qui est le plus difficile à mener, puisque il nécessite d'ouvrir les yeux et de se, comment dirais-je, de se réveiller. En fait, c'est comme si on avait été dans un rêve, de se réveiller, de voir la réalité en face et après d'avoir du courage. À partir du moment où vous organisez un collapse économique, le revenu universel s'impose parce que votre population va tomber dans une misère tellement évidente que si vous imposez le revenu universel, vous passez pour un sauveur. Et pourtant, les effets qu'on nous impose pour se protéger de ce virus vont avoir pour effet le collapse économique. Et le collapse économique va générer beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup plus que le Covid. Et le revenu universel est évidemment une façon de tenir les gens, puisque votre revenu ne dépendra pas de votre activité, mais elle dépendra de la volonté d'un tiers qui vous échappe de continuer ou pas à vous verser des sommes qui vous permettront de survivre ou de vivre plus ou moins décemment. Tous les peuples qui ont abandonné un peu de liberté au profit d'un peu de sécurité perdent l'un et l'autre, et ils le méritent. Donc en fait, les économies et la réalité de la richesse des populations ne dépend que d'une chose, de la volonté des banquiers centraux. Pandémie ou pas pandémie, ce système s'écroulera. Voilà. Et ça, c'était prévisible, je vous dis, même en 1944. Que les gens prennent conscience, en fait, que l'apparence est toujours opposée à la réalité. Dans le monde dans lequel nous vivons, les apparences que l'on nous propose sont contraires aux réalités. C'est-à-dire qu'elles sont diamétralement opposées et elles sont là pour, comme un écran de fumée, pour nous créer une réalité virtuelle. On vit dans une réalité virtuelle. Il ne faut jamais oublier que dans ce système de colonisation, les deux partis patriotiques et globalistes de l'Empire américain avaient partie liée, étaient d'accord pour nous mettre en esclavage. Mais qu'aujourd'hui, ces deux partis-là se sont dissociés. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que les États européens ont été conquis. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a pu avoir lieu. On se demande en fait comment les gens peuvent encore croire à ce genre de baratin. Enfin, c'est juste impensable, quoi. Donc c'est toujours pareil, le Covid va être un accélérateur de particules, va agir comme un accélérateur de particules. Vous aviez les tendances lourdes qui étaient là, et le Covid va intervenir, en tout cas va être manipulé par ceux qui contrôlent le système pour accélérer le mouvement de destruction créatrice. Quand vous voyez apparaître le mot libre ou le mot démocratie dans un intitulé, tout de suite, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, hein, parce que ça veut dire que c'est exactement l'inverse qui est en train de se mettre en jeu. J'insiste beaucoup là-dessus. Le système monarchique était structurellement beaucoup plus démocratique que ne l'est le système de représentation populaire, le système de parlement représentatif dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que tous les contre-pouvoirs ont été absorbés par le pouvoir économique actuellement, donc c'est un pouvoir hégémonique, alors qu'en période de monarchie, vous aviez une organisation structurellement axée autour du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel qui était hiérarchique et qui avait des pouvoirs normatifs qui se faisaient face et qui se contrôlaient l'un l'autre. Le pouvoir temporel a été peu à peu infiltré de l'intérieur par les banquiers et le pouvoir spirituel a été mis à bas
d'une façon générale au moment de la Révolution française, parce que effectivement c'était le contre-pouvoir qui existait et qui gênait l'accession au pouvoir absolu des banquiers. Soyez courageux et acceptez la réalité. De l'entre-deux-guerres, on a l'exemple de l'Argentine, on a l'exemple de la Suède, mais les dirigeants européens obsédés par la défense d'un système qui ne peut pas marcher, vont précipiter dans le chaos politique ces pays. Alors pourquoi on a une responsabilité. Ils ne sont pas complètement crétins, on va dire, ils connaissent ces exemples historiques. Pourquoi, à tout prix, veulent-ils maintenir l'euro avec ces politiques que vous nous décrivez comme mortifères? Parce que c'est une religion. C'est devenu une religion, un dogme. Comment voulez-vous qu'une oligarchie qui gagne, parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une oligarchie qui a mis la main sur l'Europe. Qui gagne. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous avez les principales multinationales, les banques, parce que ces plans n'aident pas les pays, ils aident les banques. Et une fois que les banques auront retrouvé leurs biens, les contribuables français et allemands paieront la dette de la Grèce. Les banques, ce que j'appelle ces dirigeants en apesanteur, messieurs Barroso et consorts, qui ne représentent personne, qui n'ont jamais été élus, hein, plus des dirigeants européens qui sont leurs collaborateurs. Et je pèse mes mots. Cette petite classe... Des dirigeants européens élus. Élus, oui. Qui trahissent leur peuple. Ces dirigeants européens obéissent à ces nouveaux maîtres du monde, qui essorent les peuples, et qui font qu'aujourd'hui, l'Europe est le continent qui est en train de perdre pied dans la mondialisation. Parce que si ces gens nous préparaient à la mondialisation, s'ils investissaient dans l'avenir, s'ils préparaient la voiture électrique de demain, si l'Europe avait une capacité à aller vers l'avant, mais moi j'y serais favorable. Enfin, mais rien, zéro. En revanche, attendez, c'est quand même assez grave ce que vous dites. En gros, vous accusez la classe politique élue et non élue d'une sorte de gang mafieux au service des banques et des marchés. J'accuse, oui, gravement. Je dis qu'aujourd'hui, ils trahissent leur peuple. Ce qu'ils n'ont pas pu faire par la conviction et par la démocratie, aujourd'hui, ils veulent le faire par la force. Ce faisant, ils discréditent la politique. Et on voit les niveaux d'abstention. Ils n'écoutent pas leur peuple, ils bafouent le suffrage universel, et, de surcroît, ils discréditent la belle idée européenne. Parce qu'il est évident que dans le monde de demain, l'Europe doit s'organiser. Donc je ne suis pas, contrairement à ce qu'on veut faire croire, parce qu'on nous caricature toujours, pour la fin de l'Europe. Je dis que ces gens-là, qui tiennent à ce système, parce que l'euro favorise les rentiers, l'euro favorise les grandes multinationales qui échangent entre elles, l'euro favorise outrageusement des banques privées, qui prêtent aux États et qui font un bénéfice, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, sur le taux que leur prête la Banque centrale. Oui, mais vous avez l'air de dire que vous avez l'air de dire que l'élite politique, cette fois-ci, en profite. J'accuse gravement et je dis qu'il s'est passé quelque chose... Non, mais dites comment elle en profite. Mais elle en profite parce qu'elle vit dans un monde qui n'est plus celui du peuple. Elle vit en apesanteur, elle ne se rend pas compte de la souffrance des peuples. C'est très facile quand, comme M. Strauss-Kahn, on est entre Washington, Paris, les grands de ce monde. Ce sont la nouvelle noblesse d'État. C'est la nouvelle noblesse d'État. Mais est-ce qu'ils voient que le peuple gronde, que le peuple souffre, et que leur système n'est même pas efficace? Alors c'est facile de demander de la rigueur quand on place des pays dans une situation impossible. Il faut de la rigueur. Moi, je ne suis pas pour pas faire d'économie budgétaire. Il y a des gaspillages, bien sûr. Mais il faut le faire intelligemment. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, et on l'a vu en France, quand au Parlement, M. Roger y était, je pense dans les tribunes, quand au Parlement, pour le plan d'aide à la Grèce, le Parti socialiste et l'UMP se sont décrédibilisés devant le peuple français en votant à l'unanimité quasiment, sauf votre serviteur et quelques autres, un plan d'aide scandaleux, à main levée. Mais est-ce que vous... Et qu'après, le lendemain, ils votent une rigueur inacceptable. Mais ils sont fous. Ils vont nous précipiter vers un chaos politique. Donc je dis que ces gens-là ont perdu le sens de la mesure. Mais ils ne le font pas. Je pense qu'ils le font, comment vous dire, ils sont sincères pour certains. Ils le font au nom de l'Europe. Mais l'Europe, il faut qu'elle marche. C'est bien de faire au nom de l'Europe, mais il faut qu'il y ait un sens. Donc moi je demande simplement qu'ils regardent, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils arrêtent d'être prisonniers de cette oligarchie et qu'ils servent les peuples. Et là on construira une Europe solide.